Bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce jeudi 28 décembre. La pose de la première pierre d'un laboratoire pharmaceutique en Côte d'Ivoire par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Usine bâtie sur environ 1,5 hectare. L'objectif est de satisfaire la population ivoirienne en médicaments génériques. Distribution d'eau potable. Des consommateurs s'informent sur la fiabilité des compteurs. Une visite dans les ateliers de fabrication et réparation des compteurs pour voir la chaîne de traitement des compteurs d'eau dans ce 13h. Et enfin, présidentielle au Libéria, le pays dans l'attente des résultats du second tour. En lice, la légende du football George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai. Tout d'abord, la pose de la première pierre de la première unité industrielle du laboratoire pharmaceutique Pharma 5 en Côte d'Ivoire par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'usine bâtie sur environ 1,5 hectare devra produire jusqu'à 100 millions de comprimés et 10 millions de sachets par an en vue de répondre aux besoins de la population ivoirienne liés à la santé. Alexis Ouedraogo, son compte rendu. Le médicament est indispensable à la bonne santé. Pour garantir son accessibilité, limiter les risques de pénurie, l'État place la politique pharmaceutique au cœur de ses actions. Ce mercredi, à la zone industrielle d'Alokwa, la première pierre de l'unité industrielle du laboratoire Pharma 5 a été posée par le chef du gouvernement. L'usine devrait produire jusqu'à 100 millions de comprimés chaque année. L'objectif premier est de satisfaire les besoins de la population ivoirienne en médicaments génériques à des prix accessibles et répondant aux normes de qualité internationale les plus strictes. À ce jour en Côte d'Ivoire, la production locale de médicaments est évaluée à 6% du marché pharmaceutique, le reste faisant encore l'objet d'importations. La sortie de terre de l'usine se veut aussi réponse à la problématique des médicaments de la rue avec la mise en œuvre des médicaments génériques. 2 autres unités pourront voir le jour d'ici 2019 et alléger de façon pratique les programmes de prise en charge sanitaire. L'occasion pour la ministre Raymond Goudou d'inviter les étudiants en pharmacie à s'intéresser à l'industrie pharmaceutique. L'usine a pour mérite de produire des médicaments couvrant toutes les classes thérapeutiques dominantes de notre tableau épidémiologique. Nos programmes essentiels de prise en charge du VIH, du paludisme et de la tuberculose auront désormais à leur disposition les médicaments nécessaires pour ces types de patients malades sans être préoccupés par des soucis de rupture. En fait, c'est ça l'objectif. Le projet s'inscrit aussi dans le vaste programme d'industrialisation du pays avec l'extension des zones industrielles. Au plan économique, il s'agit de créer de la valeur ajoutée locale, de contribuer à la création d'emplois, notamment des emplois spécialisés, et de promouvoir la recherche et le développement, notamment de la pharmacopée traditionnelle, et bien entendu de réduire les sorties de devises liées aux importations de médicaments. Président de la cérémonie, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a salué l'excellence des rapports entre la Côte d'Ivoire et le Maroc avec l'implantation de ce groupe pharmaceutique. Priorité du gouvernement, le secteur de la santé devrait voir des investissements plus importants ces prochaines années. Le domaine de la santé est au cœur des priorités de l'action du gouvernement. Des investissements conséquents ont été consentis dans ce secteur depuis 2012, comme annoncé par le président de la République. Ces investissements vont s'accélérer dans les mois prochains avec la construction d'établissements sanitaires de premier contact, la construction d'hôpitaux généraux dotés d'unités de spécialité, la construction et l'équipement de laboratoires d'analyse médicale de référence, la construction et la réhabilitation ainsi que l'équipement d'hôpitaux généraux dans le cadre de l'opérationnalisation de la CMU. C'est toute la pyramide sanitaire qui est touchée par ce vaste programme d'investissement prévu sur la période 2018-2020. C'est pourquoi le développement de la filière industrielle de médicaments en partenariat avec le secteur privé national et international demeure une des voies privilégiées que le gouvernement met en œuvre. Il est donc urgent que nous renforcions la production pharmaceutique locale par la définition d'une nouvelle politique nationale d'industrialisation pharmaceutique attractive
à l'instar de tous les pays du monde. L'usine devrait susciter quelques 200 emplois directs, dont 20% de cadres ivoiriens et 2000 emplois indirects. En bref, le Premier ministre remet aujourd'hui officiellement les clés des logements sociaux aux acquéreurs sur le site d'Anyama. Nous y reviendrons certainement à 20h. Est-ce que nos compteurs d'eau sont aujourd'hui fiables? En tout cas, les associations de consommateurs de Côte d'Ivoire s'interrogent pour trouver une réponse à leurs préoccupations. L'ONEP, l'Office national de l'eau potable, leur a fait voir les ateliers de fabrication et réparation des compteurs de la Société des compteurs africains. Les consommateurs ont été instruits sur la chaîne de traitement des compteurs d'eau. Salimatou Dia et Franck Wadio pour plus de détails. À son domicile, à Yopougon, Sylvain est à nouveau en manque d'eau. Tata, il n'y a toujours pas d'eau, hein? Non. Un casse-tête quasi quotidien, nous raconte le jeune homme. Il n'y a pas d'eau, mais il y a le compteur aussi qui tourne. Donc là, on ne sait plus si c'est un problème d'installation ou si ce sont nos compteurs qui sont vraiment truqués. Des clarifications voulues aussi par la Fédération des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Pour lever les appréhensions, une visite guidée dans les ateliers de fabrication et réparation de la SOCA, Société des compteurs africains. Des pièces détachées à la vérification sur le banc d'essai de comptage, en passant par le poste de montage, le processus a été retracé aux consommateurs. Cette initiative de l'ONEP, l'Office national de l'eau potable, vise à renforcer la confiance entre les consommateurs et la société de distribution d'eau SODECI et aussi de les mettre au même niveau d'information. On vous a parlé de précision, de valeurs admissibles, qui sont relativement conformes à la réglementation, conformes aux normes. Donc, les clients doivent avoir confiance. Nous avons visité les ateliers et nous avons vu la traçabilité dans le processus de fabrication. Je pense que nous sommes rassurés et que nous allons à notre tour porter l'information aux consommateurs pour leur dire que les compteurs livrés par la SODECI sont des compteurs de qualité. Les bureaux de l'ONEP sont ouverts, les bureaux de la SODECI sont ouverts. Lorsque vous avez l'impression d'avoir payé trop cher pour une consommation donnée, vous pouvez saisir la SODECI. Si c'est le cas, cette consommation supplémentaire peut être présentée comme avoir sur les futures consommations. Pour les problèmes en hydraulique, un centre d'appel de l'ONEP a été mis à la disposition des consommateurs. Et ce nouveau visage du boulevard Trèche-la-Plaine dans la ville touristique de Grand Bassam voit aujourd'hui aménagé trottoirs et terres pleins gazonnés, dallages et plantings d'arbres. Le boulevard Trèche-la-Plaine a fière allure à la veille des fêtes de fin d'année. C'est le fruit de la collaboration entre la municipalité et la Fédération internationale des élus locaux, nous dit Franck Wadio. Une voie régulière, le boulevard Trèche-la-Plaine du Grand Bassam, 750 mètres, traversant une bonne partie de la ville historique, les voies piétonnes pavées, gazonnées et des arbres plantés. Ce réaménagement est le fruit du partenariat municipalité du Grand Bassam, association internationale des maires francophones, un don à hauteur de 100 millions de francs CFA pour améliorer la fluidité routière et créer, entre autres, un parcours de santé, puis, à terme, chercher d'autres ressources pour poursuivre, donc, parce qu'on veut aller plus loin, hein, c'est de pouvoir continuer donc l'aménagement de cette voie jusque vers Azureti, parce que c'est la voie, comme je dis, une voie triomphale touristique, mais également demain, dans le souci donc de la vie durable, faire en sorte qu'on puisse avoir un éclairage solaire également sur cette voie. L'autorité régionale, le ministère de la Culture représenté par le directeur de cabinet et le district d'Abidjan par le gouverneur adjoint ont exprimé leur adhésion. Surtout que l'action s'est voulue éco-citoyenne, elle vise aussi à sensibiliser les plus jeunes à la préservation de l'environnement. Nous avons pu faire le constat dans cette école EPP Bassam 2. Le reboisement permet de préserver la nature. Le reboisement permet aussi de préserver l'environnement. Les élèves de la ville historique sensibilisés, ils pourront accomplir leurs tâches avec ces ouvrages d'assainissement offerts par les autorités. L'enthousiasme de la jeunesse en ligne de mire pour mieux préserver l'ouvrage public patrimonial.
Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME apporte la compassion du gouvernement aux commerçants du marché d'Abengourou. Le ministre leur a remis 10 millions de francs CFA. Il faut rappeler que le marché central d'Abengourou est parti en fumée dans la nuit du vendredi au samedi 23 décembre dernier. Ce sont près de 500 commerçants qui ont été touchés. Chantal Eouma, Akanda. J'ai vu le marathon fumer alors que je venais d'arriver d'un voyage le jeudi. Sincèrement, je ne pouvais plus parler. J'ai pris la sortie, je suis allée en pleurs à la maison. Vraiment, j'ai pas pu supporter. Les commerçants du marché central d'Abengourou ne pourront pas honorer leurs engagements auprès de leurs clients en cette fin d'année. Victime de l'incendie qui s'est déclaré au marché dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 décembre dernier. Aujourd'hui, les commerçants ne savent pas à quel sens s'ouvrir. Nombreux sont parmi nous qui ont contracté de prêts auprès des microfinances, d'autres qui ont perdu leur économie. Les recommandations, elles sont diverses. Aider les commerçants à faire face aux prêts contractés, aider financièrement les commerçants à reprendre leurs activités, la localisation des commerçants sur un site approprié à leur activité et la construction dans les meilleurs délais du marché incendié avec les mesures de sécurité. C'est dans ce contexte que le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME est arrivé à Abengourou. Avant la réunion avec les commerçants, le ministre s'est rendu sur les ruines du marché, en lieu et place des magasins et des étals, des tôles calcinées et des débris de murs qui traduisent un peu l'ampleur des dégâts. Par endroits, on peut voir sortir des décombres de la fumée. C'est vraiment un sentiment de tristesse et de désolation. Lorsqu'on a un tel événement de cette ampleur-là, le chef de l'État et le Premier ministre sont vraiment concernés. Donc, ils m'ont instruit de venir à Abengourou à le fait de pouvoir apporter ma compassion. Un drame qui touche autant les commerçants, les populations que la mairie. Nous sommes dans le désarroi. Nous vivons une situation extrêmement difficile. Le tiers du marché est complètement détruit. Nous avons très rapidement créé les conditions pour que ces commerçants soient relogés. Nous avons trouvé un site presque opérationnel. Il suffit qu'on y investisse un petit peu pour que d'ici une semaine, tous les sinistrés puissent être logés dans ce site qui est un ancien marché. Souleymane Diarasouba a tenu à rassurer les commerçants de l'aide du gouvernement. Il a indiqué que le chef de l'État a fait don de 10 millions de francs CFA aux sinistrés. Au nom du chef de l'État, je vous appelle tous à la dignité et au courage devant cette épreuve, à la fois douloureuse et inacceptable. Je vous ai également écouté, je vous ai entendu. J'en ferai un compte rendu fidèle pour que le chef de l'État et son Premier ministre prennent les dispositions qu'il faut afin que le marché d'Abengourou soit à nouveau opérationnel. C'est le 4e incendie de ce genre qui se déclenche dans le marché central d'Abengourou. Mais cette fois-ci, avec des pertes matérielles plus énormes. Une plainte est déposée par la mairie et une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. La nouvelle technologie au service du monde agricole, c'est d'ailleurs un moyen efficace pour accélérer la transformation du secteur et accroître le nombre d'opportunités d'affaires. On va aller donc à la découverte d'une structure qui s'investit dans le développement technologique de l'agriculture ivoirienne. C'est un dossier de Jean-Louis Gbangbo. Tia Salé, 120 km au nord d'Abidjan. Dans cette localité dominée par l'activité agricole, Moro Eouma dirige une coopérative de producteurs de diverses cultures d'exportation. Aujourd'hui, il visite une plantation de piments appartenant à un de ses membres. C'est jour de récolte et Eouma songe déjà à la vente. Pour cela, il a déjà sa stratégie. J'ai un pied de piment qui a bien donné, qui a bien produit. Donc là, je fais une photo. Avec cette photo-là, automatiquement, je vais
l'exporter, n'est-ce pas, sur ma page Messenger. Et ensuite, Gélico, la structure avec laquelle nous travaillons, va récupérer ces images-là et la vulgariser à travers tous nos différents partenaires. Voilà ce que nous faisons régulièrement pour pouvoir avoir le monde à notre porte. Aujourd'hui, une publicité, des pancartes publicitaires par-ci, par-là, des prospectus, c'est un coût très élevé. Mais cette photo que je viens de faire, juste avec un peu d'unité, automatiquement tout le monde entier est au courant de ça. Donc ça, je gagne en temps, je gagne en énergie, je gagne en argent. Une stratégie que Ouma souhaite inculquer à tous les membres de sa coopérative. Il faut être bien formé pour bien vendre. Parce que si on n'est pas formé aujourd'hui, les choses, c'est ce que je dis souvent, aujourd'hui on ne peut plus faire les choses de manière empirique. Nos grands-pères, nos grands-mères ont fait certaines choses, mais ça, ce temps est passé. Aujourd'hui, il faut être bien formé. Et quand on est bien formé, on a l'aise dans ce que nous faisons et on peut, n'est-ce pas, atteindre des résultats, n'est-ce pas, escomptés. Pour former ses membres, la coopérative de Ouma a sollicité l'entreprise ICT4Dev, une jeune start-up spécialisée dans le développement et l'intégration de solutions informatiques. Son objectif, mettre les TIC au service de l'agriculture afin de la rendre plus performante. Aujourd'hui, elle a dépêché Sosten, un de ses agents, pour une séance de formation à l'intention de quelques membres de la coopérative. Nous sommes à la phase de pratique sur la prise en main de Gélico, la plateforme de gestion en ligne des coopératives agricoles. Nous avons eu plusieurs fois des séances théoriques. Aujourd'hui, nous sommes là pour une séance pratique et pour vous présenter la version mobile. La formation du jour porte sur l'utilisation d'une application de gestion des coopératives agricoles qui permet d'en identifier les membres, les parcelles disponibles, les flux de production, de même que les coûts des produits agricoles. Aujourd'hui, cette application va permettre aux coopératives agricoles d'avoir une mémoire numérique, c'est-à-dire d'avoir par exemple une base de données où il y aura tous leurs paysans, d'enregistrer toutes les activités, par exemple les ventes. La plupart des apprenants du jour font la découverte avec cette formation de l'outil informatique. De toutes les façons, on est obligé de le faire et de l'apprendre. Parce que moi, personnellement, je ne m'y connais pas, mais je dois apprendre. Je suis dans l'obligation de l'apprendre et de le pratiquer pour que la coopérative marche bien. Le gérant de la coopérative, lui, est conquis. Au lieu de payer 2 millions, 3 millions et tout ça, déjà avec ça, on peut gérer tout le monde. Nous avons toutes les informations que nous voulons. Et en cas de contrôle, en cas de réunion, mais rien qu'avec les 10 doigts, on sort automatiquement toutes les informations que nous voulons. Les formations comme celle-là, Sosten en donne une dizaine tous les mois. Ce sont au total 80 coopératives qui sont encadrées ainsi par la jeune entreprise. Voici le fondateur de cette start-up, Jean Delmas Ewi, ingénieur informaticien. À son actif, une demi-dizaine d'applications, toutes dédiées au monde agricole. Au-delà de l'aspect, il faut mécaniser l'agriculture et autres, il y a l'accès à l'information. Aujourd'hui, le paysan n'a pas accès à la bonne information au moment où il faut. Donc, il fallait trouver un canal pour leur envoyer l'information agricole à travers les conseils et puis aussi les informations sur le marché. Nos parents, à la limite, bradent leurs produits puisqu'ils ne savent pas combien le produit est négocié en ville. Un engagement au service du monde agricole qui a valu à cette jeune entreprise de nombreuses distinctions, tant au plan national qu'international. On a aujourd'hui des partenaires les partenaires qui s'intéressent au monde agricole, qui ont besoin des informations que nous collectons, qui ont besoin de notre expérience. On travaille aujourd'hui avec des fondations, des organisations de développement en milieu rural, des structures de l'État. On travaille aussi avec des structures comme des structures de coopération, par exemple, au niveau interne comme au niveau international. Ces services proposés par des startups comme celle de Jean Delmas démontrent que la Côte d'Ivoire n'est pas en marge de cette révolution numérique qui a apporté d'importants bénéfices au secteur stratégique de l'économie comme l'agriculture, la vente au détail et les transports. Au chapitre défense, les éléments de la brigade de gendarmerie de Méagui et de Soubré en patrouille de sécurisation ont réussi à mettre fin aux activités d'un individu qui se faisait passer pour un militaire. Il a estorqué de fortes sommes d'argent à ses victimes depuis 3 ans. Abou Sanogo. On le prendrait pour un militaire sans trop s'interroger. Pourtant, il n'est connu nulle part dans aucune caserne. Et son nom ne figure aucunement dans les fichiers de l'armée ivoirienne. L'homme se faisait pourtant appeler caporal-chef.
Il sévissait dans la région de la Nawa depuis 2015. En réalité, c'est un faux militaire. Kwadjo Kwasi Emile est en fait un commerçant. Il serait passé inaperçu s'il avait répondu avec précision aux questions des éléments de la brigade de gendarmerie de Meyagui, appuyés par ceux de Soubré en patrouille dans la ville aux environs de 23 heures. Mais son attitude suspecte a attiré leur attention, incapable qu'il était de dire dans quelle unité il travaillait. Les populations de la Nawa peuvent pousser enfin un ouf de soulagement, car celui qui opérait au nom des forces armées ivoiriennes sera conduit devant le tribunal de Soubré pour répondre de ses actes. C'est une situation qui interpelle, selon les Nations Unies, à l'occasion de la Journée mondiale des toilettes. Plus de 4,5 millions de personnes vivent dans le monde sans toilettes. Pour cette année, la Côte d'Ivoire a choisi comme thème toilettes et eau pour attirer l'attention des populations sur le sujet. Cap donc sur Songon Kassamblé avec Franck Kwadjo pour la cérémonie officielle. Songon Kassamblé, village du district d'Abidjan. Un riverain s'apprête à se soulager en pleine lagune et quelques mètres en aval, Samuel, jeune du village, avec cette même eau, lave sa brouette. La proximité avec les toilettes à ciel ouvert, une situation jugée anodine par le jeune homme. Les toilettes, c'est pas suffisant. Il y a la douche de papa, il y a la douche des enfants. Mais souvent, quand il y a un frère, comme ça le prend, il suit ça dans la douche. Quand lui, ça le prend aussi, il fait au bord, directement au bord. Comme à Kassamblé, dans plusieurs localités rurales, la défécation à l'air libre n'est pas une fatalité. Plus de 51% selon l'UNICEF. L'appel du griot ce matin est alors une invite au rassemblement sur la place du village. Kassamblé est choisi pour la célébration officielle de la 17e journée mondiale des toilettes. Dans le monde entier, 1,1 milliard de personnes, dont 4,8 millions vivant en Côte d'Ivoire, défèquent à l'air libre, contaminent leurs environnements et leurs ressources en eau, propagent ainsi des maladies comme la diarrhée qui tue chaque jour 2000 enfants de moins de 5 ans. Il nous faut agir maintenant. Le thème retenu cette année, toilettes et eau usée. Le ministre de la Construction venu sensibiliser sur la nécessité de construire latrines et toilettes pour une amélioration du cadre de vie. Surtout les écoles en milieu rural. 35% des écoles primaires publiques en milieu rural n'ont d'ailleurs pas de latrines fonctionnelles. Mais avec l'aide de partenaires au développement, des efforts sont consentis par les autorités. Depuis 2013, nous avons en Côte d'Ivoire 2236 villages ont mis fin de façon définitive à la défécation à l'air libre, soit une population de 6 828 personnes. Ces résultats bien encourageants nous montrent qu'il y a encore 21% de nos compatriotes qui n'ont pas accès aux toilettes. Aussi, à l'horizon 2030, l'accès de tous dans des conditions équitables à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats constitue pour nous l'objectif à atteindre. Le gouvernement s'engage aussi à financer dès 2018 la construction de plus de 1500 latrines dans les écoles et centres de santé villageois. Action symbolique, pose de la première pierre de nouvelles structures sanitaires pour l'école du village. Le ministre de la Construction a aussi annoncé le don de 101 millions de francs CFA pour l'équipement du village en plusieurs blocs sanitaires et toilettes. Et cela dans la veine de la Journée mondiale des toilettes, dont la date officielle était le 19 novembre. Et justement, en santé, cet atelier de formation des formateurs pour la prise en charge des usagers de drogue. La formation a duré 10 jours. Elle a été initiée par le Programme national de lutte contre le tabagisme et le Programme national de lutte contre le VIH-Sida. Regardez. Selon un rapport de l'ONU-SIDA publié en 2014, la Côte d'Ivoire est le 4e pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est où près de 460 000 personnes vivent avec le VIH-Sida. Aujourd'hui, la prévalence est de 2,7. Une autre étude du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique révèle que les consommateurs de drogue représentent 9,3%. Pour intensifier la lutte, le Programme national de lutte contre le tabagisme mène des actions. Suite à un plaidoyer, une formation est en train d'être initiée en direction du personnel de santé.
en suivant le système de santé national qui vont apporter une aide à la désintoxication, au sevrage. Pour plus d'efficacité dans cette lutte, des médecins généralistes bénéficient de formation. L'objectif vise à outiller ceux-ci sur les stratégies de prise en charge des usagers de drogue. La principale des choses qu'on a retenues au cours de cette formation, c'est vraiment de prendre l'usager de drogue comme une entité entière en dégageant la cause de l'utilisation de drogue. Financé par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, cette formation des formateurs sur la drogue rentre dans le cadre du concept « Ma santé, ma vie » initié par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Autre sujet maintenant, les éleveurs renforcent leurs capacités. Ils sont venus des régions du Bunkani, du Kabadougou et du Tiologo pour se faire former à Kong. La formation aborde les difficultés liées au conflit agriculteurs-éleveurs. Reportage Kader Sogodougou. En Afrique de l'Ouest, les variations climatiques sont les principales raisons de la transhumance pour permettre aux cheptels d'avoir accès constamment à un pâturage de qualité. La migration se fait généralement du nord au sud. Cette mobilité n'est généralement pas sans conséquences. Les incessants conflits agriculteurs-éleveurs sont à souligner. Dans le souci de garantir une meilleure production et de mettre fin au conflit, le programme d'appui à la résilience des systèmes agropastoraux en Afrique de l'Ouest a été conçu. 905 000 personnes sont formées dans la sous-région. En Côte d'Ivoire, la coopérative des éleveurs professionnels de Fekese-Dougou coordonne la formation. Kong accueille des éleveurs et des acteurs de ce secteur venus du Bunkani, du Kabadougou et du Tiologo. L'objectif de ce projet est de permettre que tous les intervenants de la filière soient capables de changer ensemble de façon informée sur les enjeux liés à l'élevage et à la mobilité du bétail. Une formation bien utile. En réalité, il s'agit de voir comment les acteurs clés de la filière bétail-viande que nous sommes tous en tant que consommateurs, nous pouvons vivre en harmonie, en paix avec les producteurs. Il n'y a pas de consommateur s'il n'y a pas de producteur. Mais également, il n'y a pas de producteur s'il n'y a pas de consommateur. Les élus locaux s'en félicitent. Le but de cet atelier, c'est d'anticiper sur les problèmes, régler les problèmes de cohabitation. C'est en cela que j'interpelle les uns et les autres. Tous les participants qui ont la réalité du terrain, de poser les problèmes en des thèmes clairs pour qu'on puisse trouver des solutions à partir d'ici. 6 pays sont concernés par cette formation. Le Sénégal, le Niger, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. 5 nouveaux mots dans le petit Larousse, bissé, faroté, bref, vous les employez souvent. D'où viennent ces mots et comment ont-ils fait leur entrée dans le dictionnaire? Explication avec Walter Amadou Ouattara. Issus des cultures linguistiques d'Afrique centrale, du Cameroun, du Québec et du Maghreb, 5 nouveaux mots font leur entrée dans le petit Larousse, un dictionnaire de plus de 63 000 mots. Désormais, ce n'est plus une faute de français que d'employer le mot « bisser », verbe transitif qui veut dire danser pour la seconde fois. Faroter, verbe transitif qui signifie verser de l'argent à quelqu'un dans le but de le soudoyer. Youter, verbe intransitif qui signifie pousser des cris de joie. Infolettre, nom féminin qui veut dire aussi newsletter. VPS, sigle signifiant vélo à pneus, surdimensionné, c'est un vélo tout-terrain. Après Sanjay et Vegan en 2016, la francophonie continue de s'enrichir de mots dits populaires. Pour entrer dans le petit Larousse, ces mots ont dû remplir 2 critères. Le premier est quantitatif, sa popularité doit être reflétée dans les médias. Deuxième critère, il est qualitatif, le thème doit coller à l'actualité. Hors de nos frontières, le Libéria atteint les premiers résultats encore partiels du second tour de la présidentielle. Des résultats qui vont départager la légende du football, le sénateur George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai. Ce sera la première alternance démocratique dans le pays en plus de 70 ans.
Pour terminer, en Afghanistan, le groupe État islamique revendique l'attentat à Kaboul qui a fait au moins 40 morts aujourd'hui. Le groupe dit avoir eu recours à 3 bombes dont les explosions ont été suivies par une attaque suicide. Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Hervé Blé. Merci de votre fidélité.